Samalou Kondé a visité la cathédrale Mamawamani et le centre Bakanja où sera logé le souverain pontife à l'aéroport de Goma. La population exige une bonne évaluation de l'état de siège. Des audits dans les entreprises du portefeuille pour 2020-2021, le Conseil supérieur du portefeuille traque les détourneurs, remboursement des fonds détournés, des sanctions positives et négatives sont envisagées. Adel Kaïnda, ministre d'État au portefeuille, vient de donner le ton. Les inspecteurs de l'IGF sur le chantier de 9e jeu de la francophonie, une mission de contrôle et vérification des réalisations financées par le Trésor public. Le rythme s'accélère sur le terrain à Kinshasa. Vous allez le découvrir dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue madame, messieurs. Des artistes musiciens congolais interdits de prester en Europe, une mesure qui a longtemps étouffé les talents. La ministre de la Culture a été invitée au Sénat pour s'expliquer. Sandra Nyangitabou, Gelor Kimpianga, Denis Kungi. Les membres du gouvernement défiler devant les sénateurs est un devoir de redevabilité qui nourrit la jeune démocratie congolaise et participe à la transparence de la gouvernance. La ministre de la Culture et des Arts, Cathy Katungu, répondait dans cette optique à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambaï Chimbumbu sur l'embargo décrété contre la production des artistes musiciens congolais dans l'espace Schengen. Après l'intervention de l'auteur de cette question, un débat général a été ouvert par l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour permettre aux sénateurs de s'adresser à la ministre de la Culture et des Arts sur cette situation qui freine la promotion de la culture et de la musique congolaise depuis plus d'une décennie. Cathy Katungu reviendra très prochainement après avoir sollicité et obtenu de la plénière quelques jours pour rencontrer les préoccupations soulevées par plus de 30 sénateurs. La majorité des questions se sont focalisées sur les dispositions et mécanismes mis en place par le gouvernement pour mettre fin à ces pratiques afin de permettre aux artistes musiciens congolais de reprendre avec leur production dans l'espace Schengen. Il faut noter que la plénière, après la présentation du rapport de la commission PAJ sur la vérification du mandat, a validé le pouvoir du sénateur Bwanoko Kalombo, premier suppléant du sénateur Boniface Mwawatadi, décédé il y a quelques mois. Jean-Michel Samalou Kondé à Goma, évaluation de l'état de siège au Nord Kivu, soutien aux troupes engagées au front. Le Premier ministre est à la tête d'une forte délégation de son équipe depuis ce lundi à Goma. L'agenda du Premier ministre prévoit aussi des visites pour préparer l'accueil du chef de l'Église catholique, envoyé spécial Pati Tondongo Kizonda. Bienvenue le Sala. C'est autour des 13h30 heure de Goma dans le Nord Kivu qui est l'avion qui avait à son bord le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui est atterri à l'aéroport de Goma. Au pied de l'avion, des gouverneurs militaires Constant Ndima et quelques autorités de la place pour un accueil. Le chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Justice, de la Communication et des médias ainsi que de l'industrie. À l'aéroport, les députés nationaux et provinciaux, l'évêque de Goma, les membres du cabinet du Premier ministre et les forces vives étaient présents pour saluer la présence du chef du gouvernement dans cette province sous état de siège. Honneurs militaires et de la police nationale congolaise étaient au rendez-vous. Jean-Michel Samalou Kondé Kienge qui a comme priorité des priorités la lutte contre l'insécurité, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, a face à la presse résumé son agenda dans le Nord Kivu qui prévoit entre autres l'évaluation de l'état des sièges. Notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours. Nous devons aussi parler des questions de développement et donc dans ce volet-là aussi il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager
bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Inviter toute la population à continuer à soutenir nos forces armées ainsi que de la police dans cette lutte dans laquelle nous sommes et vraiment éviter tous ces messages détracteurs qui ont tendance à vouloir décourager tout cet élan pour ramener cette paix ici dans cette partie du pays. Une foule immense au sortir comme aux alentours de l'aéroport de Goma était mobilisée pour un accueil chaleureux au chef de l'exécutif national. Après l'aéroport de Goma, le cortège de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est dirigé vers la cathédrale Mama Amani en construction. Après une visite de quelques minutes guidée par l'évêque de Goma, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui tient à la réussite de l'organisation de l'arrivée de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, a visité le centre d'accueil Bakanja où sera logé le souverain pontife pour quelques détails liés à l'organisation de son séjour. Depuis la ville de Goma, Pati Tondouangou Kizunda et bienvenue Lusala pour la radio-télévision nationale congolaise. Bon séjour à Goma, Pati Tondouangou. Les habitants de Goma, justement, exigent du gouvernement de bien évaluer l'état de siège. Nous voulons rester en paix chez nous, ont-ils déclaré. Ils ont envahi l'aéroport de Goma pour accueillir le chef du gouvernement. Regardez. Ce sont des ovations d'un peuple venu accueillir son premier ministre, venu évaluer l'état de siège décrété depuis mai 2021. Si au tarmac de l'aéroport de Goma, Jean-Michel Sama Lukonde est accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire Constant Ndima, sa visite suscite des attentes auprès de la population. La question de la sécurité devient une préoccupation majeure. Dans le cas où la sécurité sera rentable pour nous tous nous sentirons heureux de rester chez nous calmement. Et il y avait longtemps que nous attendions toutes ces autorités pour venir nous donner réconfort. Venu depuis 6 heures, cette dame estime que la notabilité de 6 points doit transmettre au chef du gouvernement le vraie préoccupation. Demandons au gouvernement de faire une bonne évaluation. Nos autorités provinciales aussi sont là. Maintenant, ils sont là pour nous représenter. Ce que nous leur avons dit auparavant, avant que l'excellence soit là, ils vont leur adresser et le chef aura une décision finale. État de siège, mesure prise par le garant de la nation, Félix Tshisekedi, pour mettre fin à l'insécurité dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette visite d'évaluation du Premier ministre et de sa délégation gouvernementale, symbole d'un espoir à la population gomatracienne. Autre chose, les camps militaires externalisés vers la périphérie de Kinshasa, le projet Fachi City prévoit la relocalisation des casernes. Le caucus des députés nationaux élus de Kinshasa est allé discuter avec le ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando autour de ce projet. Emmanuela Commissaire Moukatoum, reportage. Fachi City, c'est le nom d'un nouveau projet du gouvernement qui verra le jour dans le tout prochain jour. Ce projet vise la relocalisation de camps militaires dans la capitale. Soucieux d'avoir l'information à la source, les élus nationaux de Kinshasa ont sollicité et obtenu une séance de travail avec le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire sur tous les contours de ce gigantesque projet. Le ministre d'État Guy Luando Mboyo a à cette occasion fait un état de lieu de son secteur, question de présenter à ses hôtes les réalisations de son ministère qui joue et qui jouera toujours un rôle clé dans la relance des développements à la base. Maître Guy Luando a sollicité le soutien des élus pour la matérialisation de ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de doter le pays des infrastructures modernes et d'améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme et leurs familles. En 2016, le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat de l'époque avait contracté avec le groupe Kinkobi pour la relocalisation du camp Kokolo. Dans cet accord, indique Maître Guy Luando Mboyo, le gouvernement devait disponibiliser pour sa part le terrain et l'entreprise à son tour, apporter un financement conséquent et construire le camp militaire selon les normes internationales. Au terme de cette séance, le député national Daniel Mbaou, parlant au nom du caucus, s'est dit satisfait des informations reçues. Il était important, estime cet élu national, d'épuiser la bonne information à la source pour notamment casser la désinformation qui tente de s'installer autour de ce projet.
Les élus du peuple se sont convenus avec le ministre d'État sur la régularité de ce genre de rencontres afin non seulement de mieux suivre l'évolution de cet ambitieux projet, mais aussi de l'accompagner. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vital Kamerhe. La Cour de cassation a annulé la condamnation de 13 ans des travaux forcés, décision rendue il y a quelque temps par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est un dossier à suivre. L'Oufou, poste frontalier de la RDC et l'Angola au Congo central, fait peau neuve. Des nouvelles infrastructures y sont érigées pour lutter massivement contre la fraude douanière. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi les a inaugurés aujourd'hui. Edith Chalakatala. Au cours de cette grande cérémonie, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a assisté à la remise des clés. À Kawanda Jeanne Blandine, directrice générale de la DGDA, de nouveaux bâtiments construits par Africa Union Financial Service au poste douanier de Loufou au Congo central, dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement congolais qui a financé ces travaux sur fonds propres pour la modernisation de la douane congolaise. Le ministre des Finances a profité de cette occasion pour exhorter le personnel de la DGDA à faire bon usage de ces infrastructures modernes équipées des moyens de lutte efficaces contre la fraude douanière, car cela contribuera indiscutablement à la mobilisation optimale des recettes de l'État que prône le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Voici pour moi l'occasion de remercier la société AUFS pour avoir transformé ce petit poste frontalier, jadis inconnu, jonché au milieu de la brousse, derrière les collines, transformé en un poste de standard international dont la République peut désormais être fière. Je vous exhorte à faire l'analyse post-mise en œuvre de ce projet en vue d'identifier les points forts à répliquer sur d'autres projets du partenariat et les points faibles à corriger. Ceci pour que notre partenariat aboutisse réellement et effectivement à une situation win-win. Dans le même ordre d'idées, cette société devait exécuter 56 projets additionnels similaires à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chairman de l'AUFS, James Dambo, a lancé un appel à d'autres investisseurs de venir investir en République démocratique du Congo, car pour lui, le climat des affaires est plus qu'harmonieux pour faire le business sans difficulté. Puisqu'on parle de recettes, il y a un nouveau protocole d'accord qui venait d'être signé en rapport avec l'instruction relative à la perception de recettes non fiscales encadrées par la DGRAD au poste frontalier de la République démocratique du Congo. Riki Nzuzilo Yamayawel, explication. Les préposés de l'administration douanière au poste frontalier ont désormais une boussole devant conduire leurs faits et gestes en ce qui concerne la perception des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD. C'est l'instruction signée ce lundi 11 avril 2022 en protocole d'accord par la directrice générale de la DGDA, Jean Blandine Kawanda Walwom, en faveur de la DGRAD, représentée par son directeur général Jean Parfait Tabala. Cet accord concerne, en importation tout comme en exportation, les recettes des secteurs particuliers de la santé, du commerce, de l'agriculture, de l'environnement, des télécoms et autres. Cette collaboration devrait aussi s'étendre au domaine contentieux, c'est-à-dire à la répression du non-respect par les opérateurs économiques de leurs obligations fiscales telles qu'instituées par la loi. Les pénalités légales doivent être appliquées pour permettre à l'État de rentrer dans ses droits. L'exécution de ces actions nécessite de réfléchir sur la nouvelle mission du comité paritaire de suivi qui doit être redynamisé et reconstitué. Ainsi, les recettes de la DGRAD ne seront plus considérées comme des recettes connexes à la frontière, mais de même nature que celles douanières et accisiennes, recettes du trésor public, devant donner à l'État les moyens de sa politique. L'implication de la nouvelle directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, sincèrement saluée pour la signature de cette instruction qui a souffert depuis plusieurs années.
Les taux se resserrent autour des détourneurs. Des missions d'audit viennent d'être lancées dans les entreprises du portefeuille. Exercice concerné 2020-2021. Des fonds détournés doivent être retournés au trésor public. Il y a aussi des sanctions positives et négatives qui sont envisagées. Les détails dans ce reportage signé Angèle Mabiala-Landou et Litumba. Les audits de gestion des entreprises publiques initiés par la ministre d'État en charge du portefeuille s'inscrivent dans le cadre des prérogatives de son ministère auquel incombe notamment la charge d'évaluer, de contrôler et de redresser les entreprises publiques afin de garantir à l'État actionnaire de revenus générés par son portefeuille et contribuer ainsi au financement substantiel du budget de l'État. Tout en tenant compte de cet état de choses, j'ai pensé qu'il était important que mon ministère engage un processus d'audit classique intégrant les diligences recommandées à la matière pour déboucher sur des observations objectives opposables aux mandataires desquels auront le droit, à travers un mécanisme du contradictoire achevé, à fournir leurs moyens de défense. Ainsi, les conclusions définitives permettront non seulement d'arrêter la sanction positive ou négative à laquelle chacun se soumettra et en cas de besoin, les mandataires indélicats se verront obligés de restituer les biens et de rembourser les fonds de la société en cas d'infraction établie de détournement. La période concernée par cet audit de gestion qui sera conduit par le Conseil supérieur du portefeuille comprend les exercices sociaux 2020 et 2021. L'audit de gestion auquel les mandataires publics sont soumis ne constitue nullement une chasse à la sorcière, mais plutôt un exercice normal de reddition des comptes, une nécessité et une obligation de rendre compte pour tout mandataire chargé de la chose publique. Retour vers la norme, le nouveau site du Renatelsat dans la commune de Maluku, ici à Kinshasa, spolié depuis 2021, vient d'être loti. Les agents et cadres de cette entreprise sont enthousiasmés. Paulette Lomba, Didier Sef. Le site du réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat en sigle, situé dans la commune de Maluku où sont installées les antennes de la station terrienne, spolié par le chef coutumier du village Mbangumbamu, depuis 2021, les agents et la délégation syndicale demandent l'intervention des autorités du pays. Nous sommes propriétaires des terrains qui ont été lotis légalement par le ministère des Affaires foncières au profit des agents cadres du Renatelsat. Mais il s'avère qu'il y a un groupe d'individus, notamment le chef coutumier avec sa bande, qui vient nous empêcher de jouir d'un bien que l'État a mis à notre disposition. Ces individus ont procédé notamment par la destruction des bornes, ils ont déterré certaines bornes, et pire encore, ils se sont même mis à menacer certains de nos agents, des menaces de mort. Même aujourd'hui, alors que nous sommes descendus sur terrain, ici dans la commune de Maluku, certains agents propriétaires, ils sont allés visiter la parcelle, ils ont été menacés avec des machettes par des enfants que ce chef coutumier encadre. Ceux qui veulent vérifier, ils n'ont qu'à vérifier au niveau des instances. Il y a eu un arrêté interministériel, notamment du ministère de l'Urbanisme et du ministère des Affaires foncières. Nous ne pouvons pas comprendre des gens qui réclament l'état de droit, mais qui déterrent et qui cassent les bornes. Nous pensons que quand on est chef coutumier, on n'est pas au-dessus des lois de la République. Le chef coutumier n'est rien d'autre qu'un gardien des terres. Le numérique pour la croissance économique, le numérique pour la bonne gouvernance et la vision du chef de l'État implémentée dans le plan national du numérique. Cette vision a été expliquée au cours d'une conférence de presse animée par Dominique Michiga. Il est conseiller spécial du président de la République, Yolande Voka, reportage. Dans son exposé, l'orateur conseiller du chef de l'État en charge du numérique, Dominique Migisha, a informé le participant à cette conférence qu'il y a aujourd'hui dans l'action du gouvernement congolais, avec l'arrivée du ministre du numérique à côté des cellules de Pétentique, la mise en œuvre du programme national du numérique, PNN en sigle. Il existe à ce jour une architecture institutionnelle de la mise en œuvre de 69 projets prioritaires du programme national du numérique, PNN, et de tous les autres projets de transformation numérique de la RDC.
L'exécution de ces 69 projets est supervisée par le comité institutionnel de suivi de la mise en œuvre du PNN. Dominique Migisha a rappelé à l'assistance que, dans sa vision, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Et pour y parvenir, le PNN doit se faire accompagner par des entreprises spécialisées et s'appuyer sur l'expertise congolaise. Le PNN qui court jusqu'à l'horizon 2025 est une stratégie qui cible le défi majeur de la République démocratique du Congo. À cet effet, il repose sur 4 piliers, à savoir les infrastructures numériques, les contenus, les usages applicatifs, la gouvernance et régulation. Le numérique peut corriger un certain nombre de problèmes que traverse notre pays, notamment en termes de gouvernance. Donc principalement le numérique, c'est la bonne gouvernance, c'est la transparence et la redevabilité. Et ce sont autant de questions critiques qui font défaut à la RDC et c'est la raison pour laquelle nous avons malheureusement de mauvais indicateurs et de mauvaises performances. Pour organiser cette conférence débat, Dominique Migisha, conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, a bénéficié de la collaboration du Cercle des anciens du Collège Saint-Joseph-Elikia. Le G23 a été remis en service à Inga au Congo central. La SNEL dit se battre pour améliorer la qualité de ses services en termes de fourniture de l'énergie électrique. Yvette Makontima, Cédric Keninambo. C'est à travers cet écran serveur que l'on constate le fonctionnement du groupe 3 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Les G23 tournent désormais en plein régime avec sa puissance installée de 90 MW. La remise sur les réseaux de ces groupes est intervenue ce dimanche 10 avril à 16h, après les remplacements du transformateur d'excitation. Tout a été fait avant les délais. Les travaux devraient prendre fin le mardi 12 avril grâce à l'ingéniosité des techniciens de la SNEL SA. Le G23 est de retour au réseau 2 jours avant, plutôt que prévu. Depuis hier à 16h30, le groupe G23 est rentré au réseau et actuellement il peut produire 90 MW sans problème. Donc Inga 2 a récupéré actuellement 90 MW qui étaient perdus sur le réseau. Et aujourd'hui nous avons 5 groupes sur une machine qui tourne à Inga 2. La SNEL SA se bat bec et ongle non seulement pour la réhabilitation et modernisation de son parc de production, mais aussi pour la remise en conformité de son réseau de distribution et ce, dans le cadre du projet EASY, avec comme ultime objectif la fourniture de l'énergie électrique de qualité à la population. La SNEL SA entend améliorer ses services afin de mieux servir sa clientèle. L'IGF, derrière les fonds affectés à la construction des infrastructures pour les 9e Jeux de la francophonie, une équipe d'inspecteurs est arrivée sur les différents chantiers à Kinshasa. Question de faire une évaluation. Rodépanda. La confiance n'exclut pas les contrôles et time is money, disent les Anglais. Ces principes ont bien trouvé leur sens en cette période de construction des infrastructures pour le 9e Jeu de la francophonie. À l'espace de quelques jours seulement, le directeur national du 9e Jeu de la francophonie, Isdor Kwanjam, accompagné d'une forte équipe de techniciens appuyés par les inspecteurs de l'IGF, sont descendus sur tous les sites pour un suivi à la loupe. Il s'agit du stade de Martyrs et le stade Tata Raphaël, 2 sites où plusieurs infrastructures sportives sont prévues, y compris des villages de jeux. Sur le terrain, le langage est très technique. Les interrogatoires de curiosité de la part des autorités jaillissent et les entrepreneurs exécutants présentent les explications. Les machines tournent en plein régime, mais là où on avance à ralenti, sans complaisance, le directeur national hausse les tons avec fermeté et puis il exhorte pour le bon élan des travaux. Le constat global est satisfaisant. J'ai essayé de faire le tour par rapport à d'autres sites dans l'ensemble. Ils sont en train de travailler, nous les avons trouvés en train de travailler. Tout ce que nous leur demandons, c'est d'essayer d'augmenter le nombre d'ouvriers, de travailler davantage pour qu'ils puissent fournir des infrastructures dans les délais. Quand l'argent de l'État est affecté quelque part, c'est pour des fins utiles. C'est tout ce qui justifie la présence des inspecteurs de l'IGF dans cette mission de contrôle et de suivi technique. Tous les Congolais sont suspendus derrière le chronogramme pour la tenue effective de ce 9e jeu de la francophonie dans les délais, c'est-à-dire en août 2023 et avec succès, à la seule condition que les infrastructures
soient livrés à temps. Ils ont été enterrés hier dimanche à Kinshasa, à la nécropole entre terre et ciel. Les élus provinciaux de la province du Kwilu et d'autres victimes du même accident survenu, vous le savez, il y a quelques jours sur le pont Maïndombe. 9 morts au total. Retour sur la cérémonie des obsèques dans ce reportage commenté par Emmanuela Commissaire Moukato. De la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où a eu lieu la levée du corps jusqu'au stade Vélodrome de Kintambo, lieu du recueillement, la tristesse était perspective sur les figures de l'assistance. Mais bien avant, l'acheminement des illustres disparus à la nécropole entre terre et ciel, le moment était consacré aux oraisons funèbres. Parmi celles-ci, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Makongo, qui a déploré cette perte. C'est donc avec une vive émotion et une douleur indescriptible que le bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu, les députés provinciaux et l'ensemble de la population du Kwilu ont appris le jeudi matin du 17 mars 2022 la triste et macabre nouvelle de la mort inopineuse de 9 de nos concitoyens, dont 3 de nos collègues députés provinciaux. Et la mort, cet irréparable destin arriva. Elle est survenue au pont Maïndombe sur la route nationale numéro 1, de suite d'un accident de circulation. Oh, tragique et impitoyable destin, toujours agissant à rebours de nos attentes. Les dépôts de gerbes de fleurs s'en est suivi de plusieurs personnalités du Grand Bandundu, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, fils du terroir, et puis quelques membres du gouvernement de la République, ainsi que du président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, Zéphirin Mamoko Mukwampoul, également fils du terroir et grand notable de la place. Peu après cela, le cortège funèbre s'est dirigé vers la nécropole où se reposent à jamais les 2 députés provinciaux et leurs concitoyens. Des hommages encore pour terminer, cette fois-ci rendus au tout premier commandant de navire long cours des lignes maritimes congolaises, Joseph Lelombulu, 80 ans, est mort retraité. Son expérience professionnelle a longtemps inspiré les jeunes générations LMC. Les cérémonies funéraires ont eu lieu à Matadi. Chimendondo. Décédé le dimanche 27 mars 2022 à Kinshasa, après avoir vécu 8 décennies sur la terre des humains, bien qu'ayant pris sa retraite professionnelle en 2010 aux lignes maritimes congolaises, le commandant Joseph Lelombulu, premier commandant de navire de l'Afrique subsaharienne au long cours, a bénéficié des hommages très distingués pour ses loyaux services rendus à l'armement national, engagé à lui réserver des obsèques dignes de son rang, intervenu le mercredi 6 avril 2022. La direction générale de l'île maritime SA a organisé de hautes cérémonies funéraires. Une forte délégation de la société conduite par le directeur général adjoint Jean-Claude Mukendi Mbiamouinza a effectué un déplacement pour Matadi dans le Congo central. L'équipe LMC n'a en aucun moment manqué les hommages réservés à ses dignes fils qui a hissé haut le drapeau de la République démocratique du Congo. De la messe dite en sa mémoire le mardi 5 en la résidence familiale jusqu'en la mise en terre au cimetière Nouvelle Demeure à Boko 1 de Matadi, le mercredi 6 avril 2022, en passant par la levée du corps à la morgue de Kinkanda et la messe funéraire en la paroisse Sacré-Cœur. LMC était là. Dans les oraisons funèbres, les conseillers du ministre national de Transport et Voies de Communication a remercié l'illustre disparu, l'icône du secteur maritime, pour ses loyaux services rendus à la nation. Un départ brisque qui a créé un vide à jamais irremplaçable. Pleure le fils et fille Lelo, qui remercie les Très-Hauts pour avoir donné un père exceptionnel et modèle. Adieu Papa Lelombulu.
La SNEL, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle de la poursuite des travaux d'implantation d'un nouveau FEDER 20 kVA au poste haute tension de Makala. De ces faits, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022, chaque jour de 8h à 16h dans certains quartiers des communes ci-après. Ngaliema, Selembao et Mongafula. Toutefois, la situation pourra être normalisée aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Le chef du gouvernement est à Goma depuis ce lundi. Jean-Michel Samalou Kondé va pour évaluer l'état de siège dans la province du Nord Kivu, mais aussi se rendre compte de l'évolution des préparatifs de l'arrivée de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo. Il est à la tête d'une forte délégation de son équipe, dont le porte-parole du gouvernement. Des audits dans les entreprises du portefeuille pour 2020-2021. Le Conseil supérieur du portefeuille traque les détourneurs des remboursements des fonds sont attendus ainsi que des sanctions positives et négatives. Le ton a été donné par Adel Kainda ce lundi. Les inspecteurs de l'IGF sur le chantier de 9e jeu de la francophonie, une mission de contrôle des vérifications et vérification des réalisations financées par les Congolais. Le rythme s'accélère sur différents chantiers dans la capitale. Merci d'avoir été avec nous. Bon début de semaine. L'actualité revient à